Bien, bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents ici. Le thème du coup de cette intervention sera la lutte contre le gaspillage et comment est-ce que ça constitue un levier d'économie et d'impact pour toutes les entreprises industrielles et autres. Je suis ravi d'avoir à mes côtés du coup Manon Quinty qui est responsable RSE au sein de Truffaut et Clément Caro qui est responsable des relations publiques chez Phoenix. Manon, Clément, je vous laisse peut-être vous présenter un peu plus en détail et aussi du coup présenter chacun les activités de vos groupes respectifs. À toi l'honneur, vas-y. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Manon Quinty, responsable RSE chez Truffaut depuis 8 mois. Truffaut, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1824 à Versailles. Donc c'est une entreprise qui va fêter ses 200 ans en 2024. On a 58 magasins, 2800 collaborateurs. On est basé en France uniquement. Et à l'occasion de ce bicentenaire, on s'est dit qu'il va falloir accélérer le mouvement. On se base vraiment sur une dizaine d'années de progrès en termes de RSE. Par exemple, on a presque 90% de nos végétaux qui sont labellisés environnementalement. Mais ce bicentenaire était l'occasion pour nous de progresser et de faire un plan autour de 5 engagements donc, qui recouvrent en fait toutes les facettes de notre métier. Donc les produits, les ressources, produits et services, ressources, clients, collaborateurs et territoires. Évidemment, la lutte contre le gaspillage fait partie de ces engagements. On a tout un plan dédié. Et le travail avec des startups comme Phoenix est très important pour nous parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Surtout, on est une grande entreprise, on a près de 500 millions de chiffre d'affaires. C'est très important de travailler avec ce genre de structure. À moi. Donc Clément Caro, Phoenix. Donc Phoenix, c'est quoi? C'est une entreprise qui a été créée en 2014, donc on vient de fêter nos 6 ans. Avec une idée très simple, c'était que l'aide alimentaire en France était sous-optimale parce qu'on avait une aide alimentaire qui n'était pas assez digitalisée, qui n'était pas assez professionnalisée, qui était essentiellement composée de personnes âgées et qu'il fallait un peu dépoussiérer ce monde et qu'il y avait de la place pour un intermédiaire entre la grande distribution et l'aide alimentaire. Avec cette méthode-là, donc on a créé une marketplace. Donc c'est la pure tech avec l'idée en fait de pouvoir connecter ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Et cette marketplace, ensuite, on l'a étendue bien sûr aux industriels, aux grossistes, aux producteurs, bref, à tous les maillons de la chaîne de valeur. Et ensuite, on a lancé d'autres business units, notamment une application sur le modèle de Karma, Too Good To Go, tous ces applis anti-gaspi. Parallèlement, on fait du conseil, ce qu'on fait notamment avec Truffaut, sur l'économie circulaire de façon générale. Et on étend nos services de plus en plus à tout ce qui est non alimentaire, qui est un sujet sur lequel le législateur est en train d'agir de plus en plus, notamment sur tout ce qui est textile. Mais ça peut aussi être des meubles, des moquettes, des sols, des radiateurs, des choses comme ça, où on va aider des industriels à déstocker ces produits pour éviter leur destruction. Il faut savoir qu'en France, de façon générale, lorsque vous avez des surplus, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires, vous allez payer pour les détruire. Donc c'est un centre de coûts pour les gens avec qui on travaille. Et donc nous, on fait ce qu'on appelle du cost killing, c'est-à-dire qu'on va réduire les coûts en favorisant le don ou la vente via différents canaux. Et parallèlement, lorsque vous faites du don en France, notamment sur la partie alimentaire, vous avez 60% de réduction d'impôts. Donc vous avez un incentive fiscal qui est très important parce qu'il encourage les distributeurs à donner. Et c'est important parce que les banques alimentaires en ont besoin. Et donc ce business model nous a permis de sauver 40 millions de repas l'année dernière et aussi une partie sur du non alimentaire. Et la particularité, c'est que sur Truffaut, on fait à la fois de l'alimentaire, du non alimentaire et du conseil. Donc on applique différents savoir-faire avec différentes équipes. Et comme je dis, voilà, on a une start-up jeune avec un groupe qui est familial, qui est ancré, qui est traditionnel. Et c'est très intéressant d'avoir un partenariat entre une jeune start-up et un groupe qui est bien institutionnalisé. Et on apprend en fait chacun l'un de l'autre, quoi. Et justement, du coup, comment est-ce que ce partenariat se matérialise depuis les plusieurs mois dans lesquels il s'est déclenché? Donc pour situer un petit peu les choses sur le gaspillage chez Truffaut, c'est vrai que quand on parle de gaspillage, on entend beaucoup gaspillage alimentaire. Alors certes, on a des produits d'épicerie, on a des produits d'animalerie qui sont contraints par la date de validité, mais on a surtout des plantes. Donc il y a 8% de plantes qui sont invendues chez Truffaut.
Alors elles ne sont pas jetées, elles sont très souvent valorisées en biodéchets. Mais il y a des plantes en fait qui sont toujours vendables. Il y en a qui sont vraiment trop abîmées pour être vendues, mais d'autres sont en bon état. Elles sont parfois défleuries, elles ont une petite branche cassée. Donc l'idée c'était vraiment de trouver une manière de revaloriser ces produits, de les refaire vivre chez des gens ou dans des associations. Et de pouvoir ne pas gâcher cette ressource et tout ce travail qui a été fait aussi par des humains pour produire ces denrées, ces produits. Donc notre objectif, c'était bien évidemment de donner une seconde vie à ces produits-là. D'où l'intérêt du partenariat avec Phoenix. Donc si je dois le décrire, on est sur deux types de partenariats, deux axes. On est sur des dons d'invendus à des associations locales. Donc vous avez sur la présentation le détail, on va y revenir, et des dons d'invendus et des dons de paniers d'invendus via l'application Phoenix. En fait, nous, avant Phoenix, on faisait très peu de dons. On faisait un peu de dons de textiles et de dons de ce qu'on appelait des sapins tout faits à des écoles, des crèches, des hôpitaux. Mais c'était pas des stocks énormes et surtout en fait c'était très compliqué pour les magasins d'aller au-delà parce qu'il faut sourcer des associations et les directeurs de magasins n'ont pas de temps à consacrer. Enfin, il faut un certain savoir-faire et surtout s'assurer que ça va intéresser les associations en question. Donc on a mis en place donc les ventes de paniers en mai 2019. En 1 an et demi, on le verra tout à l'heure, mais on a des ventes très impressionnantes. Ça marche très très bien chez Truffaut. Et sur le don aux associations, donc on a fait une initiative pendant le Covid, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Et je te laisserai aussi en parler, mais pendant le Covid et aussi en 2019 sur une opération de déstockage qui se renouvelle là pour le second semestre cette année. Et justement, est-ce que Clément, tu peux nous en dire plus sur tout l'impact que ça a eu auprès de Truffaut, de pouvoir utiliser une solution vraiment innovante comme celle que propose Phoenix et l'ensemble des possibilités qu'elle offre du coup? Ouais, alors juste donc si je réexplique concrètement comment ça se passe, donc d'un côté, nous notre plus-value c'est de permettre en fait d'avoir une filière d'écoulement sur les associations. Donc ça c'est plutôt pour des gros volumes, c'est pour ça qu'elle disait qu'on l'a fait en 2019, qu'on l'a fait là pendant le Covid parce que les associations se prêtent bien au gros volume. Typiquement, je suis sur de l'alimentaire, si j'ai plusieurs palettes de bananes, ça va intéresser des assos parce que c'est des gros volumes. Mais si j'ai 3 bananes, je vais les vendre sur une application mobile à un consommateur, ça fait plus sens parce qu'aucune association ne va avoir envie de récupérer plein de petits produits de plusieurs fournisseurs. C'est très compliqué au niveau logistique et c'est pas la meilleure solution. Nous, donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on combine les deux. Lorsqu'il y a des besoins sur des gros volumes, on va proposer le don à Truffaut. Et sinon, au jour le jour, ils vont le gérer avec l'application mobile. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les applications anti-gaspi, vous en avez partout dans le monde maintenant. Le concept est relativement le même à chaque fois. C'est simplement qu'on a un utilisateur qui est géolocalisé, qui voit des commerces de bouche et non alimentaires pour ce qui est des fleurs à proximité de l'endroit où il se trouve. Et il va réserver un panier surprise, se présenter au point de vente à l'heure indiquée et récupérer ce panier surprise. Il l'aura payé avec un discount, donc il aura fait une bonne affaire et en même temps une bonne action. Et puis pour le commerçant, ça lui permet d'économiser sur les coûts des déchets si jamais ça est fini à la poubelle, comme avec le don, mais d'autre part aussi d'avoir un peu d'argent, un peu de CA en fait, sur un produit qui n'avait plus de valeur. Et ce qui est intéressant pour le groupe, au-delà de ça, c'est de valoriser son engagement, parce que bien sûr c'est une communication grand public, il y a un impact social à travers le don aux assos, mais aussi dans le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui utilisent ces applications pour en fait finalement ils ont beaucoup de dépenses contraintes et ils ne vont pas pouvoir acheter facilement des plantes et là ils vont en avoir l'occasion. Donc il y a aussi cet impact social. Souvent on l'oublie parce qu'on parle que de l'impact écologique sur l'anti-gaspi, mais il y a une vraie dimension sociale qui est importante à prendre en compte. Je rappelle qu'en France, il y a 8,8 millions de personnes qui ont besoin d'aide pour manger tous les jours. Il y a un Français sur 5 qui dit ne pas manger à sa faim. Dans un pays aussi riche, c'est quand même un peu problématique. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Et donc je le rappelle parce que souvent les gens ne le savent pas, mais donc Truffaut fait aussi de l'alimentaire. C'est pour ça qu'on fait les deux. Et l'idée, c'est d'avoir des solutions complémentaires. Et pour le groupe, ça permet donc de valoriser son engagement en termes de communication, mais aussi d'avoir un vrai engagement collaborateur, parce que finalement, ils sont contents aussi de ne pas jeter. Parce qu'elle disait tout à l'heure, c'est un gaspillage d'eau, de terre, d'énergie, de pétrole, mais c'est aussi un gaspillage de temps pour ces gens qui en fait ont travaillé, et pas juste les gens de Truffaut, mais aussi leurs fournisseurs, les gens qui produisent.
Et c'est stupide en fait de mettre ça à la poubelle. Et vous avez des boulangers qui se lèvent très très tôt le matin et qui tous les jours jettent à peu près 5-6% de leur volume. Donc le gaspillage est une absurdité de temps aussi pour les gens qui y travaillent. Absolument, oui. Et du coup, pour en venir à tous ces impacts autour du partenariat d'un point de vue très concret, et tout à l'heure, t'en parlais, Manon, de cet bel exemple qu'il y a pu y avoir pendant le Covid. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, sur l'impact, alors clairement, tu parlais de solidarité, et c'est évidemment le premier impact. C'est pendant le Covid, on a donné 120 000 euros de produits, donc chocolat, plantes, à des EHPAD, des associations aussi qui gèrent des jardins partagés, des associations aussi qui offrent en fait des ressources alimentaires. Des CHU également. Et là, on a vraiment saisi cette occasion parce que c'était évidemment le moment ou jamais de poursuivre ce partenariat d'une manière vraiment solidaire, où on était dans une période où je pense que tout le monde avait besoin d'un petit peu de convivialité et de solidarité. Et puis, donc sur ces opérations, pour détailler en fait les opérations de déstockage sur 2019, donc ce que je disais tout à l'heure, et là, la prochaine sur 2020 qui est renouvelée, ce sont des produits essentiellement déréférencés, donc des produits de loisirs créatifs, ou alors des produits aussi électroniques comme les guirlandes. Et là, pour le coup, évidemment, ça a un impact direct sur les associations auxquelles on donne. Et puis pour nous aussi, ça permet une économie. En fait, il y a une réduction d'impôt de 60% quand on fait ces dons avec Phoenix. Et forcément, c'est aussi un impact intéressant pour toute entreprise. Et puis, au niveau, disons, de l'image, évidemment, c'est assez intéressant. Et puis, nous, on est dans cette démarche anti-gaspi qui permet, en fait, ça permet vraiment de boucler aussi notre plan là-dessus. Voilà. Merci. Et du coup, souvent, on peut se rendre compte qu'entre un acteur comme Truffaut, qui est vraiment un leader sur son marché depuis des dizaines, même plusieurs centaines d'années, et justement une start-up, on peut se rendre compte qu'il y a un monde entre les deux. Est-ce que dans le développement justement de ce partenariat, dans la façon dont vous avez avancé, vous avez pu rencontrer quelques freins, quelques limites dans le déploiement, et comment du coup vous les avez surpassées, ces limites ? Alors, comme on a un fort alignement des valeurs, ça a vraiment facilité le déploiement. Globalement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on aurait tendance à croire que les startups, c'est très facile de travailler avec des groupes intégrés parce que souvent, vous avez une personne qui va décider au siège et tous les magasins vont appliquer. Chez Truffaut, il y a une certaine liberté qui est donnée aux directeurs et vous avez le même procédé dans la grande distribution où vous pensez souvent qu'on va les obliger et ça va être comme ça. Ça dépend des groupes. Vous avez des groupes qui, sur le papier, sont marqués intégrés, mais dans les faits, ils laissent de la liberté aux directeurs et directrices de magasins et donc les équipes vont à leur rythme. C'est le cas avec Truffaut. Et ça aurait pu être un frein, parce que du coup, vous n'avez pas un process que vous appliquez à tous les magasins, ils se lancent tous au même moment. Nous, ça s'est fait sur à peu près 6 mois. Mais par contre, ils étaient enthousiastes à l'idée de le faire, ils avaient envie de le faire, et donc ça s'est fait sans problème. Mais c'est vrai que c'est un peu plus coûteux en temps et en suivi pour nous, parce qu'il y a des différences. Mais d'un autre côté, ça nous permet aussi d'avoir des vrais retours terrain, ce que vous n'avez pas forcément quand vous travaillez avec des groupes intégrés, où vous n'êtes pas en contact avec les équipes. Et là, c'est vrai qu'on avait directement les équipes des magasins comme interlocuteurs. Et en fait, vous avez toujours le même problème quand vous travaillez avec des retailers, c'est que vous avez aussi du turnover sur les équipes, donc il faut parfois reformer les équipes. Il y a aussi un suivi au niveau de la satisfaction client, parce que c'est pas non plus une bonne chose pour Truffaut si jamais les paniers ont des très mauvaises notes utilisateurs. Donc il y a aussi un enjeu derrière, hein. Il y a des gens qui veulent pas faire des paniers anti-gaspi parce qu'ils considèrent que ça peut endommager l'image si jamais les gens ne sont pas contents de leur panier, il y a des haters. On sait que ça peut aller très vite sur les réseaux, donc il y a une crainte derrière, donc c'est important de faire un vrai suivi et d'améliorer systématiquement, ça fait partie des KPI pour nous en fait, la satisfaction client, la rétention, le fait que les gens aillent chercher un panier, y retournent, que le taux de vente des paniers continue d'augmenter, et c'est vrai qu'il a bien augmenté ces derniers temps, donc on voit qu'il y a une appétence de plus en plus, que les gens communiquent, il y a du bouche à oreille, c'est des choses qu'on suit beaucoup, et voilà, c'est vrai qu'il faut être assez agile parce que finalement c'est pas juste un déploiement et ensuite c'est fait quoi. Il y a quand même une vraie dimension humaine et ça c'est important chez nous aussi, on mise pas tout sur la tech, on a des outils tech, on les améliore, il y aura peut-être des améliorations produits bientôt pour que ce soit encore plus facile pour Truffaut, mais il y a un suivi et on a 25 antennes en région, donc on est au plus près des magasins et de façon générale aussi bien des assos que des clients avec qui on travaille, on a vraiment des équipes sur le terrain et c'est pas juste des équipes chez nous à Paris qui gèrent tout ça. Et je pense que c'est important aussi sur la relation de confiance aussi qu'on crée. Et nous, on connaît les associations physiquement,
on les a rencontrés, c'est un vrai plus aussi. Et elle en parlait tout à l'heure, en fait souvent quand je pense association, les gens vont penser Secours Populaire Croix-Rouge, enfin c'est vrai, c'est des grandes fédés d'assaut, mais il y a une diversité dans les assos à qui on donne. Ça pourrait être des ADMR, donc des aides à la personne, mais ça pourrait aussi être des associations qui accueillent des réfugiés, des femmes qui sont battues, enfin ça peut être vraiment différents types de publics et c'est aussi important, on essaye au maximum de diversifier les assos à qui on donne pour un impact social qui est assez large, quoi. Et ça c'est assez important et on en parlait des EHPAD. Nous on a eu des retours superbes des EHPAD qui nous ont dit que les résidents étant complètement enfermés, isolés pendant le Covid, ça a vraiment mis du soleil dans leur vie en fait, de recevoir des fleurs, ils étaient super contents, et c'est des petits gestes, ils sont vraiment contents et eux sinon ça finissait à la poubelle, donc c'était vraiment du gagnant-gagnant pour le coup. De votre côté, du coup, Manon, est-ce que vous avez remarqué certains apprentissages qu'il y a pu avoir de côté de cette collaboration avec Phoenix et qu'est-ce que vous voyez comme prochaine milestone dans ce partenariat ? Juste sur les limites, je complète ce que dit Clément, mais en fait, il y a un turnover qui est là chez Truffaut. Et ce qui était très bien, c'est qu'on avait en fait cette formation des équipes à chaque fois. Les anciens aussi reprennent, forment les nouveaux. Donc ça, c'est très pratique. Et Phoenix aussi nous aide à les former. Et sur les limites, évidemment, il ne faut pas... ça a un coût, voilà, je veux quand même le dire. Mais sur les changements de comportement, donc pour répondre à la question, on a 16 000 paniers. On a, alors je crois que c'est 110 000 kilos. Il y a un impact environnemental énorme. Donc ça, les équipes le voient. Donc je pense que le changement de comportement aussi, c'est une prise de conscience, une sensibilisation forcément de toutes les équipes qui font ces paniers, qui sont en contact avec les associations lorsqu'elles livrent la marchandise. Même s'il y a très peu de logistique pour le coup pour Truffaut, mais en tout cas il y a quand même un certain contact avec les associations. Et ça, je pense que ça permet aussi d'acculturer l'entreprise à cette démarche anti-gaspi qui est finalement globale pour l'enseigne. Et puis sur les prochaines étapes, ça va être évidemment continuer notre partenariat, nous continuer aussi la sensibilisation de nos parties prenantes. Donc clients, on a une opération en septembre qui est dédiée à l'anti-gaspi en magasin. Donc avec des produits dédiés, on leur apprend à servir d'un composteur, d'un récupérateur d'eau, etc. On fait des newsletters maintenant dédiés. On essaie vraiment de sensibiliser de plus en plus les clients. Et puis ça va être aussi essayer d'engager encore plus nos fournisseurs. On a déjà un engagement fort sur les emballages, puisque ça fait partie du contrat en fait, qu'on leur envoie, mais c'est développer en fait, toute cette démarche-là. Ouais, je complète ton propos. Alors, on a peu de chiffres sur la partie non alimentaire. L'ADEME donne peu de chiffres parce que le non alimentaire, c'est assez compliqué, c'est très diversifié. Mais on sait que sur l'alimentaire, le consommateur est responsable de 33% du gaspillage. Donc souvent dans votre tête, vous pensez, parce que vous avez regardé des documentaires sur des mauvaises chaînes le soir, que les distributeurs jettent énormément. Bon, en fait, ils sont responsables de 14% du gaspillage alimentaire, c'est-à-dire c'est eux qui jettent le moins. Les industriels, c'est plutôt 21%, les producteurs, c'est 32%. En fait, si vous prenez le conso et le producteur, vous avez déjà 65% du gaspillage. Quand à côté de ça, le distributeur, c'est 14%. Donc ça casse un peu les idées reçues. Ce que je veux dire par là, c'est que le consommateur jette 2 fois plus que le distributeur en France. Et ça, on a du mal à le comprendre. Et c'est important en fait de sensibiliser le consommateur. C'est pas juste le fait qu'il aille chercher un panier, c'est aussi qu'il s'interroge sur la façon dont il consomme. Parce que c'est un vrai enjeu et le gouvernement se fixait comme objectif de diviser par 2 le gaspillage alimentaire. Il n'y arrivera pas s'il n'engage pas le consommateur, c'est impossible. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Et puis dernier point qui me paraît intéressant, c'est que en fait, souvent avec nos clients, on se rend compte que jeter c'est facile. Ils ont souvent fait ça. Et puis quand ils arrêtent de jeter, après c'est très difficile de jeter à nouveau. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me rend très optimiste, c'est que quand vous avez quelqu'un qui jette et qui se met à arrêter de jeter, il se rend compte que ne plus jeter le travail de son collègue, c'est quand même pas mal. Et donc même s'ils vont peut-être arrêter de travailler avec nous demain, ils travailleront avec quelqu'un d'autre, mais ils trouveront des solutions pour arrêter de gaspiller. Et ça c'est quelque chose que je trouvais très positif. Moi j'avais un boulanger comme ça dans un gros supermarché, c'était une équipe de 25 boulangers. Et il m'avait dit, bah, tu vois, moi je fais le pain et puis 3 jours après, il y a mon collègue qui prend un chariot et il pousse tout mon travail et il le met jusqu'à la poubelle. Et c'est quelque chose de très violent en fait de faire ça. Et donc quand on a arrêté de le faire, c'est difficile de le refaire. Donc, moi je suis très optimiste sur ça. Je pense que les pratiques qu'on est en train de mettre en place, tant pour les salariés en fait, de Truffaut du groupe, vont changer leurs pratiques, vont influencer des gens autour d'eux, et puis les consommateurs qui vont en fait se rendre compte que il faut changer son comportement, quoi.
Peut-être un dernier mot pour la fin, justement. Souvent, la partie distribution et aussi consommation, c'est la face visible de l'iceberg qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Si vous auriez potentiellement un message à faire passer à d'autres entreprises qui seraient peut-être plus en amont sur la chaîne de valeur pour qu'elles s'emparent du sujet, qu'est-ce que ce serait ? Ok, je peux répondre. Hein, mais ouais, alors un truc dont on parle peu aussi, c'est que finalement, les logiciels de commande sont très importants. On ne l'associe pas forcément au gaspillage, mais en vérité, pour les professionnels de l'alimentaire et du non-alimentaire, c'est une question de gestion de flux, le gaspillage. C'est-à-dire que je gaspille parce que j'ai mal géré mes flux. Finalement, c'est une question de performance. Si j'ai beaucoup d'invendus, c'est que je suis un mauvais manager. C'est à peu près comme ça qu'il résonne basiquement. Et en fait, on le voit avec l'intelligence artificielle, la tech est vraiment en train d'apporter quelque chose parce qu'on a des choses qui sont de plus en plus prédictives et on arrive à anticiper la demande et on voit des magasins, des retailers de tout genre qui sont de mieux en mieux gérés. Et on peut aussi penser que ça va aller dans le bon sens. Là, Intermarché vient d'annoncer qu'ils allaient travailler avec une boîte pour repenser leur logiciel de commande avec de l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut savoir que quand vous prenez un produit dans un supermarché, la façon dont c'est recommandé automatiquement dépend de la météo, du jour qu'on est, de l'heure qu'il est, le discount appliqué pour que le produit parte plus facilement, qu'on lui mette 20-30%, ça va dépendre aussi de ces facteurs-là, de combien de dates il lui reste avant la péremption, de quelle jour on est, de quelle météo il fait. Voilà, tout simplement parce que si jamais vous avez commandé plein de produits pour le barbecue et qu'il fait une mauvaise météo, vaut mieux que vous bradiez les produits, sinon vous n'allez pas les vendre. C'est simple à comprendre. Mais maintenant, les logiciels le comprennent tout seuls. Et donc, il y a moins d'erreurs dans les commandes, il y a moins d'erreurs dans la logistique. Et en fait, ça va beaucoup améliorer la gestion des flux et donc réduire le gaspillage. Et c'est vrai que l'idée, moi j'espère, Phoenix, on a déjà lancé 5-6 business units en 6 ans, ce qui est quand même conséquent. On en lancera d'autres. Et peut-être que demain, on n'aura plus besoin de faire des paniers anti-gaspi parce qu'il n'y aura plus de gaspillage à cet endroit-là, en fait. En fait, on va régler la question du gaspillage en amont plutôt que de le faire en aval. Aujourd'hui, on est juste en train de guérir les symptômes du gaspillage. Si demain, on pouvait être plus préventif, ce serait mieux. Et donc peut-être que Phoenix, notre métier demain, ce sera de faire que du conseil pour vous aider, vous et d'autres groupes, à plus avoir de gaspillage. Et ce sera très bien. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on a des questions ? Bonjour, merci pour votre intervention et puis pour vos projets, c'est génial, franchement, ils sont voilà. J'ai une question du coup, vous avez dit que c'était surtout au niveau des consommateurs qu'on avait la principale source de gaspillage au quotidien, les gens jettent chez eux. Et quelles sont les solutions concrètes aujourd'hui que vous pouvez apporter ou qu'est-ce que vous faites comme événement pour sensibiliser les gens ? Je peux faire de la pub pour d'autres gens. Ouais. Donc, par exemple, tu as Give qui te permet de faire du don entre particuliers. Donc, c'est ce qu'on appelle du C2C. Nous, on fait du B2B, du B2C. Eux, ils font du C2C, du consumer to consumer, où en fait, ils encouragent les consommateurs à donner ce qu'il leur reste. En fait, quand tu pars en vacances ou quand tu pars en week-end, tu vas souvent oublier des produits, tu sais pas quoi en faire. Et en fait, Phoenix, on était parti de cette intuition-là au début. Quand on s'est lancé quand c'était à l'état de projet en 2013, en fait, Baptiste et Jean, qui ont fondé l'entreprise, voulaient partir du consommateur. Et finalement, ils ont fait plusieurs pivots et ils sont partis sur cette idée plutôt de dons alimentaires et de B2B. Mais déjà, il y a une question de maturité du marché parce qu'aujourd'hui, si Too Good To Go, Karma et même Phoenix, parce que maintenant on est vraiment juste derrière Too Good To Go, on a 1 million d'utilisateurs. On a réussi à faire 1 million d'utilisateurs en 1 an avec une app anti-gaspi. Il y a 10 ans, on ne l'aurait pas fait, je pense. Parce qu'aujourd'hui, le marché est mature. Et parce que la préoccupation est grandissante, parce que les médias en parlent de plus en plus, donc il y a vraiment une sensibilisation qui se fait. Savoir qu'on a la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire qui est le 16 octobre, elle n'existait pas avant les années 2010, donc depuis 2013 elle existe. Et c'est une occasion pour les médias d'en parler, et c'est aussi une occasion pour tout l'écosystème de se construire autour de ça, parce qu'on a besoin qu'on en parle, et que les gens s'interrogent, et que les groupes cherchent à améliorer leurs pratiques, donc c'est très, très important pour nous. Et donc oui, il y a de plus en plus d'opérations sur le C2C, mais tu as aussi des applications qui te permettent de mieux ranger ton frigo, de scanner tes produits pour savoir s'il y en a un qui va bientôt se périmer. Tu vas avoir une alerte sur ton téléphone qui dit vous avez un produit qui se périme dans 2 jours. C'est ce que font certains responsables de rayon. Nous, on le propose à on a un truc qui s'appelle Phoenix Date, où on le propose à des magasins. En fait, ils vont savoir s'ils ont des produits en rayon qui vont se périmer bientôt. Comme ça, au moins, ils évitent de les oublier et donc ils les sortent à temps, ils les donnent à l'assaut ou les vendent. Mais en tout cas, ils ne se retrouvent pas avec un produit qui a dépassé la date et qu'ils retrouvent par hasard dans le rayon. Parce que l'erreur est humaine, donc des fois, on oublie des produits. Et donc ces choses-là, maintenant, s'appliquent aux consommateurs. Donc on voit que ça fourmille d'idées, il y a plein de choses. Je pense aussi au compostage, des boîtes comme les alchimistes qui proposent du compostage maintenant directement
auprès du consommateur, plus juste auprès des entreprises, avec des composteurs individuels. Les villes aussi font beaucoup sur le compostage. On voit aussi des projets sur la méthanisation. Donc le gaspillage, c'est énorme. Ça représente 16 milliards d'euros en valeur en France qui sont jetés. Donc à un moment où on dit qu'on a besoin d'argent, on a 16 milliards en valeur qui sont détruites chaque année. Et en fait, si on prend un tiers de ces 16 milliards, nous, on estime chez Phoenix qu'on pourrait nourrir toutes les personnes qui ont besoin d'aide alimentaire en France, qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. Et donc ensuite, les 2 tiers, il faudra en faire autre chose. Donc peut-être de la méthanisation, peut-être du compost, peut-être encore autre chose, peut-être nourrir des insectes. Enfin, il y a plein de choses à faire en fait. Je vais prendre une question qui a été posée en ligne. Du coup, une personne qui mettait le doigt sur le sujet de la responsabilité sociale en entreprise, qui est à la fois du coup individuelle et collective. Comment est-ce que les entreprises pourraient avoir un rôle à travers leurs collaborateurs sur ce sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire? Et là, du coup, je pense que ça s'adresse absolument à tout type d'entreprise, quel que soit leur secteur. Si tu veux, je réponds, je te laisse compléter si tu veux. Par exemple, vous avez des restaurants d'entreprise. Vous n'y pensez pas, mais la restauration collective, c'est un énorme gâchis. Et on a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à comment fonctionnent leurs restaurants d'entreprise, comme aujourd'hui l'État s'est intéressé à comment fonctionnent ses cantines scolaires. Aujourd'hui, le plan de l'État, c'est de faire de la réduction de gaspillage dans les cantines. Nous, on a eu des missions comme ça, notamment avec la ville de Rennes, où on a réussi à réduire le gaspillage de quasiment de moitié, simplement en effectuant des pesées, en modifiant les habitudes, en invitant les gens à se resservir plutôt qu'à se servir énormément et puis acheter. Il y a aussi je vais faire la pub pour une startup qui s'appelle 1000 Cantines, qui est aussi une belle réussite française, où c'est l'idée en fait que vous avez une façon prédictive d'aller consommer à la cantine, puisqu'en fait ils équipent les cantines scolaires pour que en fait vous puissiez réserver votre repas à l'avance. Et en fait, si les convives savent ce qu'il y a à la carte et commandent, la personne qui gère la cantine scolaire sait combien de repas elle doit faire. Et c'est quel type de produit elle ne doit pas mettre aussi. Parce que quels sont les produits les plus gaspillés, parce que s'ils n'ont pas de succès et que du coup en fait ils sont jetés. Et ça permet d'améliorer l'information et la gestion d'une cantine. Et ces choses-là, on les retrouve dans des préoccupations chez des groupes comme Sodexo par exemple aujourd'hui ou Elior, qui s'intéressent à ces sujets-là et qui sont en fait des gros game changers. Parce que si demain eux ils changent dans leur pratique, vous en tant qu'entreprise qui travaillez avec ces prestataires-là, votre restaurant il va se mettre à avoir beaucoup moins de problèmes. Mais par exemple sur la question du gaspillage non alimentaire, vous avez des gens qui ont plein de plastique, de gobelets en plastique pour la machine à café, etc. Vous avez des boîtes, autre réussite française, Castali, qui est une boîte qui propose des fontaines à eau tout simplement pour remplacer le plastique en entreprise, qui a en fait une volumétrie énorme. Et c'est une idée très simple d'avoir une fontaine à eau. Mais on est en train d'équiper les entreprises comme ça. Donc s'il y a des choses à faire, et des choses parfois assez simples en fait. Ma réponse va être un peu plus large que le gaspillage alimentaire forcément, mais nous on implique vraiment nos collaborateurs à la fois au siège et en magasin, c'est-à-dire qu'on a au siège un restaurant d'entreprise qui va valoriser des biodéchets avec une entreprise francilienne qui s'appelle Moulineau, qui en fait du lombricompost. Et puis, on a un réseau d'ambassadeurs, donc 90 personnes. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner aux entreprises, lancer des réseaux, parce que ça permet d'avoir un point en fait, d'accroche dans chaque magasin et d'avoir une personne qui est souvent passionnée par le sujet et qui va pouvoir mettre en place des initiatives locales. Et on a en fait missionné ces ambassadeurs pour, par exemple, éviter les gobelets en plastique, évidemment, mais là aussi en carton. Donc on a des mugs, on n'a pas besoin de gobelets en carton. Pareil pour les clients, on essaie de sensibiliser aussi de la même manière. Donc notre plan anti-gaspi va aussi jusque-là. On a aussi imprimé, c'est tout bête, mais des panneaux anti-gaspi avec les bons gestes dans les bureaux, dans les magasins. Et le fait d'avoir ce réseau d'ambassadeurs, ça permet aussi d'avoir des idées qui viennent pas que d'en haut, pas que du siège, d'en bas. Et souvent, les idées sont très bonnes. Donc ça nous permet d'alimenter en fait toutes ces bonnes pratiques-là. Je ne sais pas s'il y a une dernière question de votre côté. Peut-être un dernier point qui était à répondre rapidement, c'est justement sur toute la partie non alimentaire, notamment potentiellement le textile ou l'électroménager. Est-ce que les marges de manœuvre sont aussi importantes que pour l'alimentaire et qu'est-ce qui reste à faire très concrètement? Oui, alors pour ce qui est du textile, par exemple, vous avez une grosse mode autour de l'upcycling aujourd'hui. C'est-à-dire je broie des vêtements et puis j'en refais de nouveaux vêtements. Ou avec des chutes de tissu, par exemple. Après, ma réponse est assez personnelle, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Il va falloir un moment ou un autre remettre en question notre politique, enfin, la façon dont on consomme, en fait, tout simplement.
dont on surconsomme, je pense. Parce que en fait, même si je rebroie des fibres en faisant de l'upcycling, je suis quand même en train d'utiliser de l'énergie pour le faire. Donc j'ai quand même une consommation derrière. Chez Phoenix, on fait pas mal de réemploi. Vous avez pas mal d'événementiels où vous avez des sols. Alors si vous êtes à la Change Now cette année, vous avez marché sur un sol qui était vierge. C'était une grosse dalle de béton. Et vous vous en êtes probablement pas rendu compte, comme beaucoup de gens que je connais qui y sont allés. Mais il n'y avait pas de sol. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas envie de mettre une moquette sur plusieurs centaines de mètres carrés pour la mettre à la poubelle quelques jours après. Et ça, c'est un choix de Change Now. Et on espère que de plus en plus de musées, d'hippodromes, de gens qui sont dans l'événementiel vont arrêter de mettre des sols pour rien, ou en tout cas ne pas savoir quoi en faire. On a un pôle événementiel à Phoenix où on travaille sur ça et on redistribue des vitres, du bois, des sols, des éléments de scénographie à des associations qui en fait du coup peuvent avoir une moquette toute neuve sans dépenser de sous, et donc c'est tant mieux pour leurs frais de fonctionnement et ça leur évite d'être vétustes. Mais bon, là en ce moment il n'y a pas beaucoup d'événementiels, mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir redistribuer toutes les moquettes de tous les événements sans fin. Au bout d'un moment il n'y aura plus de besoin, et s'il n'y a plus de besoin on ne saura pas quoi en faire peut-être. Donc il faut s'interroger aussi sur nos pratiques et aller vers plus d'éco-conception, je pense. Sur la moquette, j'en profite parce que ça concerne aussi les jardineries. Quand on est sur des thématiques de Noël, souvent il y a des moquettes. Avec Phoenix, sur les conseils de Phoenix, on a décidé de les supprimer tout simplement. C'est 85 tonnes de moquettes économisées par an. Donc des fois, il y a des solutions, des premières solutions très simples finalement à mettre en place et qui ont un gros impact. Merci à vous deux. J'étais ravi de pouvoir suivre cet atelier avec vous. Merci.